Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 €, vous soutenez simplement le podcast. Dans celui à 5 €, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle et il y a des niveaux supérieurs avec plein de contributions sympas. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du virus en Norvège parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des gentils petits messages pour me demander comment ça allait ici, en Norvège, comment ça se passait par rapport au virus et tout. Donc j'avais fait 2 petites vidéos au début du virus et puis quelques mois après pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait en Norvège, mais c'est vrai que j'en avais pas refaites depuis qu'il y a eu les gros, le couvre-feu, le reconfinement en France, etc. Et comme ça se passe pas du tout pareil en Norvège, effectivement, je trouvais intéressant de vous raconter un petit peu comment ça se passe ici. Alors tout d'abord, le but de cet épisode, c'est pas du tout de comparer la France et la Norvège dans le sens ce qui a été fait en France, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. De toute façon, il n'y a pas vraiment de réponse possible. Et puis le but, c'est pas du tout de juger, simplement si on compare la France et la Norvège, les deux pays sont tellement différents que en fait c'est pas comparable. Effectivement, ce qui a été fait en Norvège et la façon dont s'est comporté le virus en Norvège, en fait, ça s'est passé comme ça que à cause de particularités en fait géographiques et démographiques liées au pays en soi. La France et la Norvège sont des pays tellement différents qu'il faut vraiment prendre en considération ces informations. Alors c'est vrai que si on s'intéresse pas spécialement à la Norvège ou même à la France du côté touristique, etc. On n'est pas forcément au courant des chiffres, de superficie du pays, etc. Moi-même, par rapport à la Norvège, je n'avais pas du tout connaissance de ces chiffres avant de travailler dans le tourisme en Norvège en tant que guide. Donc je trouvais intéressant aussi de vous parler un petit peu de ça. Donc, en superficie, la France, c'est à peu près 600 000 km², à peu près, hein, j'arrondis parce que je vais pas donner les chiffres exacts tout. L'idée, c'est vraiment de donner un ordre de grandeur. Donc la France, c'est à peu près 600 000 km². Et la Norvège, c'est 380 000 km². Donc c'est un petit peu plus de la moitié. Donc c'est vrai que c'est pas évident de se rendre compte de la taille des pays. Moi, je sais que je suis pas du tout une experte en géographie. Quelquefois, j'ai du mal à me rendre compte de la taille d'un pays. Donc, en plus, la Norvège, c'est un pays qui a une forme quand même particulière, qui est tout en longueur, donc on se rend pas compte en fait de sa taille. Donc, 380 000 km² pour la Norvège et 600 000 pour la France. Et ce qu'il faut regarder, évidemment, c'est le nombre d'habitants. Donc, en France, il y a 67 millions d'habitants. À peu près, hein, en vrai, c'est 66 et des brouettes. Donc 67 millions d'habitants. Et en Norvège, c'est 5 millions seulement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 5 millions d'habitants, c'est vraiment rien du tout. Et justement, donc en densité, la Norvège, c'est le 2e pays d'Europe le moins densément peuplé après l'Islande. Donc en termes de chiffres, en Norvège, c'est 15 habitants par km², et en France, c'est 120. C'est un petit peu moins de 120, je crois que c'est 118, un truc comme ça. Donc je vais revenir un petit peu plus loin dans cet épisode sur comment s'est passé le confinement et comment se passe la vie au quotidien ici en Norvège, mais c'est vrai que ça se passe pas du tout comme en France, parce qu'il y a beaucoup moins de monde en fait, donc ça marche pas du tout pareil. Je vous en reparlerai un petit peu après. Là, je vais vous donner juste quelques chiffres. En Norvège, il y a eu 33 180 cas de gens qui ont eu le virus.
Il y a en ce moment 137 personnes en soins intensifs et il y a eu 311 morts. C'était sous la barre des 300 jusqu'à avant-hier, je crois. Donc c'est vraiment pas beaucoup. En France, il y a eu 2 millions de cas, 31 000 personnes hospitalisées et 49 000 morts. Alors encore une fois, par rapport à la taille du pays, à la population, etc., c'est difficilement comparable de regarder ces chiffres-là. Donc il faut regarder plutôt le rapport en fait de décès pour 100 000 habitants. Donc en France, ce chiffre, c'est 61. En Norvège, c'est 5. Alors c'est un peu bizarre, hein, tous ces chiffres. C'est vrai que quand... Alors moi, je regarde les infos françaises, pas tous les jours, hein, mais je regarde de temps en temps, évidemment, pour suivre l'actualité. Et quand on regarde même les infos internationales, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte des incidences qu'a eu ce virus dans les différents pays. Parce que les chiffres, on ne sait pas si c'est les bons chiffres, comment c'est compté. Il y a des pays qui sont 10 fois plus grands que la France et où il n'y a presque pas de cas. Enfin, du coup, on ne sait pas trop comment ils comptent, etc. C'est vraiment... c'est un peu compliqué de comprendre, en fait, ces chiffres. Et il paraîtrait, j'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il se dit que en France, les chiffres seraient faussés parce que certaines personnes en fait sont déclarées comme étant décédées du virus, alors qu'en fait elles sont décédées d'autre chose. Et en fait, a priori, les hôpitaux font ça pour pouvoir avoir des subventions. Parce que, bon, les pauvres dans les hôpitaux et le personnel soignant, c'était déjà pas facile et c'était déjà un peu la crise avant le virus. Donc là, je me doute que ça doit être vraiment très très compliqué. Et a priori, voilà, il y aurait certains chiffres qui seraient faussés pour pouvoir augmenter le nombre de décès sur les rapports et pour pouvoir avoir accès en fait à des aides et à des subventions. Alors en Norvège, depuis le tout début du virus, ça a été vraiment différent de la France. Au pic du virus, au tout début, quand ça a commencé, on a eu aussi, nous, on n'a pas eu un lockdown total, on n'a pas eu un confinement très strict. Mais à peu près aux mêmes dates qu'en France, hein, je sais plus, je crois que c'était la Norvège a fermé le pays quelques jours avant la France. Mais en tout cas, ils ont fermé les écoles, les salles de sport, les cinémas, tout ce qui était culturel, etc. Ils ont demandé aux gens, pour ceux qui le pouvaient, le plus possible de faire du télétravail, mais il n'y a pas eu d'interdiction d'aller travailler. Et surtout, en termes de liberté dans notre vie au quotidien, nous, on n'a jamais eu d'interdiction de sortir, en fait. Ils ont évidemment recommandé de sortir le moins possible et de se déplacer que pour aller acheter des choses dont on a besoin. Mais les centres commerciaux étaient ouverts, les magasins de vêtements étaient ouverts. Moi, j'y suis allée parce que j'avais besoin d'acheter des trucs. Alors, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'était ouvert, on avait le droit d'y aller. Il n'y avait pas du tout de masque, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste du gel à l'entrée des magasins. Mais depuis le tout début, nous, on a été assez libre, enfin complètement libre en fait, de se déplacer. C'est pour ça que je vous ai donné au début de l'épisode un petit peu quelques chiffres, parce que, par exemple, à Oslo, qui est la capitale de la Norvège, et la plus grande ville de Norvège, il n'y a que 680 000 habitants, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et à Oslo, c'était un petit peu plus strict, c'est-à-dire qu'il y avait la recommandation, par exemple, d'utiliser les masques dans les transports en commun ou dans les lieux publics quand il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était qu'une recommandation, c'était même pas obligatoire. Mais ici, à Tønsberg, là où j'habite, c'est une ville moyenne, il y a 45 000 habitants.
Mais moi, j'habite pas dans le centre-ville de Tønsberg, j'habite à Tolsrø, juste à côté. C'est vraiment à la campagne, on est le long du fjord, on n'est pas du tout en centre-ville. Et ici, en fait, les gens sortaient. Alors, il y avait des gens qui sortaient moins, évidemment. Il n'y avait pas beaucoup de monde dehors. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà en temps normal, c'est calme et il n'y a personne. Donc, il y avait encore moins de monde parce que les gens ont quand même respecté les consignes et puis essayaient de sortir le moins possible. Mais moi, je suis sortie un petit peu dans cette période-là et je suis allée me promener à la plage en bas comme je fais tout le temps. Et, euh, et il y avait des gens qui se promenaient en fait, mais c'est tellement grand, c'est tellement vaste et il y a tellement peu de gens que, enfin, il y avait zéro risque. On se croisait de très 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 loin. Enfin, il y avait vraiment les distances étaient largement respectées. Donc c'est vrai que en Norvège, il y a vraiment, par rapport à ce virus, il y a vraiment les grandes villes, Oslo, Bergen, Stavanger, etc. Et le reste de la Norvège, quoi. C'était vraiment des comportements, différents. Et au début de ce confinement, moi je travaillais tous les jours pour NRK. Du coup, je sortais en fait pour filmer, pour faire mes reportages. En plus, bah, par rapport au virus, moi j'ai eu encore plus de boulot qu'avant parce que justement j'avais des collègues qui avaient des enfants et qui devaient rester à la maison parce que les enfants avaient classe à la maison, etc. Donc j'ai dû remplacer tous mes collègues. Donc moi j'ai eu encore plus de boulot que d'habitude parce que je suis freelance, donc je suis pas salariée, donc je travaille pas tous les jours. Mais là, cette période-là, j'ai travaillé mais tous les jours à fond, je faisais des heures sup et tout, c'était vraiment la folie. Mais du coup, on sortait faire nos reportages normalement, évidemment, en respectant toutes les consignes de sécurité et d'hygiène possibles. Mais on continuait à travailler normalement. Donc les voyages étaient interdits, les voyages à l'étranger. Il recommandait d'éviter les voyages en interne aussi. Donc il y a eu toute cette période-là jusqu'à l'été. Après, il y a eu les vacances, donc avec toujours ces interdictions de bouger. En fait, au pic du virus, au tout début, quand ça a commencé, on a eu une période en Norvège où on avait carrément l'interdiction de se déplacer en dehors de notre comté, de notre région, département. Après ça s'est levé, donc il n'y avait plus cette interdiction. Donc par exemple, moi cet été, j'ai pu partir en vacances normalement. Tout était à peu près normal. On utilisait juste du gel à chaque fois qu'on entrait dans une boutique, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de changement. Et puis après, la rentrée scolaire, là, enfin pas en septembre, parce que la rentrée scolaire en Norvège, c'est en août, c'est mi-août. Entre mi-août et fin août, en fonction des années. Ici, ça s'est passé tout à fait normalement. Le début de l'année scolaire a été normal. Et quand vous, en France, vous avez eu le début de la deuxième vague et qu'il y a eu le couvre-feu et puis le deuxième confinement là, nous, en Norvège, on a rien eu du tout. Ça a été un petit peu plus tard. En fait, ici, ils ont repris des mesures un peu plus strictes pour contrer cette deuxième vague qui a bien eu lieu aussi en Norvège, hein, mais qui a été moins forte. Et ça s'est passé à partir du 9 novembre. Je m'en rappelle parce que j'étais au studio de musique à Oslo, là où je donne mes cours de chant, quand il y a eu l'annonce. Et le midi, on va manger dans un petit restaurant qui est à côté. Et du coup, il y avait les infos qui tournaient en boucle. Et puis, on discutait avec le gérant du restaurant qui nous disait qu'effectivement, ils annonçaient toutes ces mesures-là, donc à partir du 9 novembre. Donc là, ça a été plus strict, c'est-à-dire qu'il y a eu à Oslo le port du masque obligatoire dans les lieux publics et dans la rue ou si on ne peut pas respecter les distances. Il y a eu une interdiction de se déplacer. Il y a eu une période où Oslo est passé en rouge. Je crois même qu'il y a eu un degré de rouge. En Norvège, ils ont appelé ça rouge sang, rouge écarlate pour dire
que c'était interdit d'entrer et de sortir d'Oslo. Alors après, c'est jamais vraiment interdit parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont obligés d'y aller. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué ces mesures d'interdiction parce qu'il n'y a y a pas la police qui est à l'entrée de la ville d'Oslo et qui interdit aux gens d'entrer. Donc c'était vraiment... D'ailleurs, c'est quelque chose qui est tout le long du virus. En fait, en Norvège, il y a eu très peu d'interdictions. En fait, à chaque fois, c'est des recommandations. Donc, les gens respectent tout le temps. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que en Norvège, le virus a été plutôt bien contrôlé. C'est que c'est vrai que les gens ont plutôt bien respecté les mesures. Et donc depuis ce 9 novembre, on a aussi comme restriction, donc pas le droit de recevoir plus de 5 personnes à la maison. Éviter les voyages, hein, toujours évidemment. Le port du masque, donc si on sent qu'on va pas pouvoir respecter le mètre de distance. Pour les arrangements privés, c'était 20 personnes maximum, donc pour les mariages, voilà, pour les gros événements comme ça privés, c'est 20 personnes maximum. Et pour les arrangements publics à l'intérieur, c'était 50 places minimum ou 200 places assises si on pouvait respecter les distances entre chaque place assise. Et en fait, ce qui a fait un coup de massue pour la vie sociale en Norvège, là, depuis ce nouveau confinement, entre guillemets, du 9 novembre, c'est qu'il y a eu une interdiction, en fait, pour les bars et restaurants de vendre de l'alcool. Parce que jusqu'à présent, avant cette date, il y avait... Alors, c'était interdiction de prendre de nouveaux clients après 22 heures. Et puis ça fermait à minuit, je crois que c'était ça. Donc ça, c'était que pour Oslo et Bergen. Et là, depuis le 9 novembre, donc interdiction de servir de l'alcool. Et justement, quand j'étais dans ce restaurant le midi pour manger le vendredi, quand je donne mes cours de chant, je discutais avec le gérant du restaurant et du coup je lui disais ah oui d'accord c'est que l'alcool donc du coup vous allez pouvoir rester ouvert. Et là il m'a dit bah non on va fermer parce que en fait l'alcool en Norvège dans les bars et dans les restaurants c'est enfin je vais dire une bêtise, j'ai aucune idée du chiffre, j'allais dire c'est 70%, mais c'est une grosse partie de leur chiffre d'affaires en fait parce que l'alcool coûte très cher en Norvège. Ça, je vous en reparlerai aussi dans un autre épisode, c'est prévu. Mais du coup, ils peuvent pas en fait gérer leur établissement normalement sans vendre d'alcool. Et, ils sont obligés de mettre leurs employés au chômage et c'est impossible de faire tourner un établissement comme ça sans vendre d'alcool. Donc du coup, en gros, bah, tous les bars et restaurants ont fermé après cette date du 9 novembre. Alors ça, c'est des restrictions qui n'étaient valables qu'à Oslo. Et à chaque fois, en fait, qu'il y a eu des grosses annonces comme ça de fête, à chaque fois, c'était que pour Oslo et Bergen. Je sais qu'à Bergen, il y a eu un gros pic aussi, une grosse deuxième vague. Je crois que là, ça redescend un petit peu, comme en France aussi. Je crois que là, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours une différence entre Oslo, Bergen et le reste de la Norvège. Parce que, encore une fois, vous imaginez par rapport à cette densité d'habitants, 15 habitants par kilomètre carré, c'est vraiment rien du tout. Moi, là où j'habite, c'est très calme. Quand je vais faire les courses, il y a pas beaucoup de monde. Alors, il y a des heures de pointe, évidemment, qu'il faut éviter. Mais en Norvège, si vous êtes déjà venu en Norvège et que vous vous êtes promené dans le pays, vous avez forcément à un moment ou à un autre ressenti vécu cette sensation d'être tout seul au milieu de nulle part et de rouler pendant des kilomètres et il n'y a rien, il y a une petite maison et on se dit mais ils sont où les gens et quand on traverse les villages on se dit mais ils vivent de quoi les gens ici, comment ils font, enfin voilà c'est un truc en Norvège qui est quand même très
très particulier, c'est un pays qui est tellement grand et où il n'y a pas beaucoup de monde, qu'il y a vraiment des zones où c'est très très calme. Alors par rapport au voyage, il y a eu des périodes où c'était carrément interdit d'entrer, de sortir du pays avec des fermetures de frontières, etc. Là, c'est un petit peu plus souple. C'est toujours évidemment très déconseillé si c'est pas pour un voyage d'affaires important ou pour une raison familiale ou un truc comme ça. En tout cas, pour les gens qui arrivent en Norvège et qui ne sont pas résidents, ils doivent donc faire une quarantaine de 10 jours. Et en fait, avant cette date du 9 novembre, avant, c'était possible de, si vous veniez rendre visite à quelqu'un par exemple, vous pouviez aller chez cette personne directement et puis faire votre quarantaine de 10 jours chez cette personne-là. Maintenant, c'est interdit. À partir du moment où vous arrivez en Norvège, vous êtes placé directement dans, ils appellent ça des hôtels quarantaine, pendant 10 jours. Il faut payer 5000 couronnes pour pouvoir résider pendant 10 jours dans cet hôtel. Mais c'est interdit de se déplacer. Vous avez le droit de sortir pour faire des courses, je crois. Enfin, il n'y a pas de... Après, encore une fois, cette interdiction en Norvège, c'est particulier parce que en Norvège, tout est basé sur la confiance, en fait. Dans ces hôtels quarantaine, il n'y a pas des gendarmes ou l'armée qui est en bas et qui vous attend pour vous empêcher de sortir, en fait. Donc, c'est en ça que c'est vraiment une approche qui est très différente. C'est que c'est vraiment basé sur la confiance. Donc, vous devez rester dans cet hôtel pendant 10 jours. Et si on n'est pas résident norvégien et qu'on arrive d'une zone rouge, parce qu'il y a encore ce classement avec les zones des pays qui sont rouges, donc la France est toujours rouge pour la Norvège, et donc on doit présenter un test de moins de 72 heures négatif, si on n'est pas résident. Si on est résident, on peut entrer sans test, et on rentre chez soi et on va faire sa quarantaine de 10 jours à la maison. Mais on doit aussi faire une quarantaine de 10 jours. C'est juste qu'on peut rentrer chez nous. Et si malencontreusement on se fait contrôler en étant dehors, en train de faire un truc touristique ou pas important, et qu'on arrive d'un pays en zone rouge et qu'on n'a pas respecté cette quarantaine, l'amende est de 20 000 couronnes. Donc ça fait 2000 € à peu près. Donc c'est vrai qu'il y a eu une période vers l'été en fait où il y a eu beaucoup de gens qui voulaient tenter en fait de venir en Norvège. Ce que je peux comprendre, hein, je sais que nous en Norvège ça a été vraiment plutôt facile à gérer cette période de virus parce que ça n'a pas été très compliqué. À part le fait que les bars et les restaurants étaient fermés, on n'a pas vraiment vu de différence dans notre vie au quotidien. Donc je sais, j'ai toute ma famille en France, j'ai plein d'amis en France, j'étais en contact avec eux plusieurs fois par semaine, tous les jours avec mes parents et tout. Je sais ce que vous avez vécu, je sais que c'était difficile. Surtout pour ceux qui sont en ville, qui étaient dans des petits apparts et tout, donc je comprends mais totalement le fait d'avoir eu envie de partir quand même et de tenter, etc. Mais c'est vrai que j'avais fait un petit message sur les, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient vu, mais il y avait toute une période où je recevais beaucoup de messages de gens qui avaient des vannes et qui voulaient venir en Norvège au moment où les frontières étaient fermées. En se disant que du coup comme ils allaient être en van, ils étaient pas ils étaient pas traçables quoi, parce qu'ils étaient pas à l'hôtel, ils étaient pas chez des gens, qu'ils allaient de toute façon, le but de venir en Norvège c'est de découvrir la nature et d'être au milieu de la nature, donc du coup ils allaient pas ils allaient pas avoir trop de risques de contaminer des gens, etc. Mais ça se passe pas comme ça en fait. Déjà, c'est interdit, point. Donc c'est comme ça, on respecte les règles.
Et puis en plus, même si vous venez et que vous êtes dans votre van, vous allez bien aller faire des courses, vous allez bien aller faire le plein d'essence, vous allez bien faire des choses. Donc du coup, si vous avez pas fait ce test et que vous savez pas si vous êtes infecté ou pas, c'est quand même des risques de contamination. Et puis surtout, cette quarantaine de 10 jours qui est pas respectée, parce que à moins que vous soyez genre totalement autonome et que pendant 10 jours, vous restiez dans votre van et au milieu de la nature et que vraiment vous ne côtoyez et ne touchez à rien ni personne. Mais bon, c'était pas trop le but. Enfin bref. Donc du coup, voilà, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont tenté ça, mais en tout cas, sur les groupes Facebook de gens qui viennent en Norvège et tout, j'ai entendu parler quand même de quelques personnes qui se sont fait attraper et qui ont dû payer ces 20 000 couronnes d'amende. Alors même si ce virus a eu moins d'incidence en Norvège, il y a quand même eu des conséquences sur la vie sociale et sur le travail des gens. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été permittert, on appelle ça en Norvège, donc c'est un chômage technique, hein, en fait, on est mis au chômage, on est salarié, mais on peut plus travailler parce qu'il n'y a pas de travail, parce que notre société est soit complètement à l'arrêt, soit tourne au ralenti, donc notre employeur ne peut plus nous payer. Et puis il y a des gens qui ont complètement perdu leur travail. Et ce qui a fait que en Norvège, en ce moment, c'est le taux de chômage le plus fort depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est assez fou. Il y a 200 000 personnes qui sont inscrites à l'équivalent du pôle emploi norvégien. Donc ici, c'est la NAV. Il y a 4,3% de chômage total, plus tous ceux qui sont permittert, donc en chômage technique à cause du virus, ça amène à 6,9 le taux de chômage en Norvège, alors que d'habitude il est autour de 3, 3,5. Donc c'est vraiment, enfin ça a doublé quoi, ça a plus que doublé. Et pour ceux qui sont donc permittert en chômage technique, ils touchent 70% de leur salaire. Il y a aussi des aides qui ont été mises en place, comme en France pour les auto-entrepreneurs et pour les indépendants. Je connais pas les détails en France, je sais pas comment ça s'est passé exactement, à quelle hauteur c'était, combien de temps ça a duré, est-ce que c'est encore en place ou pas. En tout cas, en Norvège, on a eu le droit à des aides aussi pour les indépendants. Donc moi, je suis freelance ici. Donc en fait, pour pouvoir calculer ces aides qui ont été mises en place, mais tout de suite, quoi. On a touché les premières aides la semaine d'après, je crois 10 jours après que ça a été mis en place. Donc en fait, ils prennent notre chiffre d'affaires de l'année dernière à l'année, ils divisent par 12 pour avoir l'équivalent d'un revenu mensuel, parce que quand on est indépendant, évidemment, on n'a pas les mêmes revenus tous les mois, donc ils se sont basés sur le chiffre annuel qu'ils ont divisé en 12, et on touche 70% de cette somme en aide. Ce qui était intéressant aussi avec ces aides pour les indépendants, c'est qu'elles étaient non imposables. Elles sont non imposables parce qu'elles sont encore... Normalement, ça devait se terminer ce mois-ci, donc là, on attend en fait pour savoir si ça va être prolongé ou pas. Je pense, puisque de toute façon, là en Norvège, ils ont reconfiné, etc. Il y a encore des gens qui travaillent pas à cause de ça. En plus, si on travaille dans le tourisme et tout, comme moi, on travaille pas. Donc je pense que ça va être prolongé. En tout cas, c'était en place sûr jusqu'au mois de novembre. Et donc, ces aides n'étaient pas imposables. Alors que le chômage, quand on est au chômage, un chômage normal, entre guillemets, en Norvège, le chômage est imposable. Petite parenthèse là-dessus, d'ailleurs, ce qui est intéressant en Norvège, je trouve, par rapport à la France, c'est que comme c'est prélevé à la source, le chômage est déduit. En fait, on ne touche que notre chômage net
entre guillemets. Donc c'est assez cool parce que si on touche notre chômage brut, eh ben, du coup, voilà, si c'est des périodes en plus où c'est un petit peu difficile, bah, on a tendance à tout dépenser et puis après on oublie d'avoir mis de côté pour payer les impôts au final et puis on est encore plus dans la galère. Donc finalement, je trouve ça vraiment pas mal de ne toucher que son chômage net. Alors, il y a beaucoup d'étrangers en Norvège. Je crois qu'en pourcentage, c'est dans les 20-25%. Et du coup, depuis ce virus, il y aurait un étranger sur 10 qui serait sans emploi. Ils ont été très touchés, toutes nationalités confondues, parce que, en fait, beaucoup ne parlent pas norvégien. Et il y a un chiffre qui est assez impressionnant, c'est qu'il y aurait 35% des gens infectés en Norvège qui seraient des étrangers en fait, à cause, a priori, de mauvaises informations par rapport à la langue en fait. Parce que comme ils comprennent pas ce qui se dit aux infos, ce qui est écrit pour les mesures d'hygiène et de sécurité, bah que du coup, voilà, ils tombent malades comme ça, ils se contaminent et puis ils contaminent leur famille, leur communauté, etc. Et ça fait 35% des gens infectés qui seraient des étrangers. Donc c'est assez important. J'ai lu ça justement dans le magazine Klartale, le petit journal là que je vous ai conseillé plusieurs fois pour apprendre le norvégien. Et du coup, il disait que les nationalités les plus touchées, c'était les Polonais, les Somaliens, les Pakistanais et les Irakiens. Et en fait, beaucoup de ces nationalités ne parlent pas du tout norvégien. Et en fait, là, l'État norvégien est en train de faire des vidéos d'information pour diffuser sur les réseaux sociaux en polonais et en arabe, justement, pour essayer de, de donner toutes les informations d'hygiène, de sécurité, etc. par rapport au virus pour qu'ils puissent avoir les informations dans leur langue. J'ai lu aussi qu'il y avait des centres d'aide qui avaient été mis en place. Il y a beaucoup d'organismes de bénévolat en Norvège, il y a beaucoup d'organismes d'aide, il y a la Croix-Rouge, etc. Il y en a plein. Et il disait qu'en fait, même les centres d'aide comme ça, les gens en fait avaient du mal à s'y rendre, à y aller, parce qu'ils ont du mal à acheter les billets de bus ou de train pour y aller, parce que les transports en commun en Norvège sont très très chers. Donc ça, je vous en reparlerai dans un épisode que je vais bientôt publier, qui est consacré aux voitures en fait. Avoir une voiture en Norvège, que ce soit pour venir en vacances ou quand on vit en Norvège. Mais du coup, je vous parlerai aussi du prix des transports en commun qui est vraiment très très cher. Donc c'est vrai que si on a des petits budgets et qu'on n'a pas de contrat de travail sécure, etc., c'est vraiment, ça peut être compliqué de se déplacer en Norvège. Quand je vous ai parlé aussi de l'intégration, quand je vous parlais des contrats, etc., c'est vrai que j'avais ce côté où je me plaignais un petit peu, entre guillemets, en disant ouais, quand on vient d'Europe, on n'a pas d'aide en fait en Norvège, il n'y a rien, on n'a pas de... Il y a pas de, on n'a pas de cours de langue de payer, on n'a pas d'aide au logement, on n'a même pas d'aide pour savoir comment faire, quel papier faire, etc. Il y a vraiment rien du tout. Mais en fait, finalement, quand on discute un petit peu avec les gens, et puis là, j'ai côtoyé d'autres gens et des étrangers de nationalités différentes, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chance d'être française, et puis que finalement, pour moi, ça avait été plutôt facile, parce que là, j'ai une amie d'amis qui s'en est sortie là, mais qui a eu très très chaud. Je suis plus certaine de sa nationalité, mais je crois qu'elle est serbe. Ouais, il me semble qu'elle est serbe. Et en fait, elle a eu un contrat, quand elle habitait encore là-bas, elle a eu un contrat pour venir travailler en Norvège dans une société informatique, enfin je sais plus trop bien. Et elle avait un contrat qui était vraiment spécifique pour un poste donné. Elle est webmaster. Elle est venue en Norvège,
elle a ce boulot-là qui est un très bon boulot, qui est bien payé, enfin elle a une bonne situation, tout se passe bien pour elle. Ça fait 3 ans qu'elle est en Norvège. Elle a commencé à apprendre le norvégien. Elle parle pas encore, mais elle a commencé. Et sa situation avant le virus, en fait, était plutôt bien, plutôt confort. Je sais qu'elle avait carrément commencé à contacter des banques pour éventuellement acheter un appart, etc. Enfin, elle était plutôt dans une bonne situation. Et en fait, avec le virus, la boîte dans laquelle elle travaillait a fait faillite. Et le problème, c'est que son contrat, comme elle vient d'un pays hors de l'espace Schengen, elle a un contrat de travail qui est très particulier et qui ne l'autorise à travailler que pour le poste pour lequel elle a été engagée, en fait. Elle ne peut que être webmaster. Donc ça, c'est pareil, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je ne savais pas que ça existait. Là, la boîte fait faillite. Elle se retrouve sans rien. Et en fait, si elle ne retrouve pas un travail de webmaster dans une autre société, elle doit partir. Elle est expulsée. Elle n'a pas le droit, par exemple, d'aller travailler dans un magasin et d'être caissière. Ou elle n'a pas le droit d'aller faire des ménages. Ou elle n'a pas le droit d'être serveuse dans un restaurant. Elle a le droit que de travailler comme webmaster. Donc elle a eu de la chance, c'est que la société dans laquelle elle travaillait, celle qui a fait faillite, elle s'entendait vraiment très bien avec les dirigeants, qui sont des amis, et en fait ils lui ont trouvé un autre travail. Ils ont réussi à lui trouver un autre travail au même poste en fait, de webmaster dans une autre société, donc du coup elle va pouvoir rester. Donc c'est vraiment super cool pour elle, parce que quand j'ai appris ça, j'étais tellement désolée pour elle, je savais pas que ça existait ce genre de contrat. Et c'est fou parce que ça fait 3 ans qu'elle est ici, ça fait 3 ans elle paye ses impôts comme tout le monde, c'est dingue. Donc vous voyez, quand je vous dis que la Norvège c'est un pays où c'est pas facile de venir vivre, de réussir à travailler et à s'installer, c'est voilà une preuve de plus, et surtout un truc qui m'a fait comprendre que finalement en tant que Française j'avais de la chance, et que pour nous finalement c'était quand même plus facile. Donc cette crise du virus en Norvège amène de nouveau au problème aussi de la langue ici, puisque si on se retrouve au chômage, évidemment, sans parler norvégien, c'est déjà, comme je vous l'avais dit dans l'épisode dédié à l'apprentissage de la langue, c'est déjà compliqué de trouver du travail quand on ne parle pas norvégien, mais là, maintenant qu'il y a plus de tourisme, et que les seules branches où au cas où c'était possible de le faire sans la langue ne fonctionnent plus, c'est d'autant plus difficile. Donc c'est vrai que le côté vie active et travail en Norvège est vraiment intrinsèquement lié à la maîtrise de la langue. Bon voilà, en tout cas, les petites informations que je pouvais vous donner par rapport à ce virus en Norvège. En tout cas, pour vous en France, j'espère que vous tenez le coup, j'espère que ça va. Je me doute que c'est dur et long, et que vraiment maintenant il y en a marre, mais bon, malheureusement c'est pas encore fini, même avec l'arrivée du vaccin, etc. Je pense qu'il va falloir encore plusieurs longs mois avant de pouvoir éventuellement repenser à une vie à peu près normale. En tout cas, je vous envoie plein de courage, je pense à vous, et j'espère vraiment de tout cœur que le confinement va être assoupli ou carrément levé, pour qu'on puisse célébrer un Noël en famille, en faisant attention, mais pour qu'on puisse quand même profiter un petit peu de cette fin d'année en famille. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube.
N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise qui soutient le podcast sur la plateforme de financement Patreon. À bientôt!